Mes amis, je reçois aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, un important syndicaliste, le secrétaire général de la fédération UNSA ferroviaire, Didier Mathis, qui représente la deuxième organisation syndicale à la SNCF après la CGT. Merci d'accepter cette interview, Didier. Je viens aujourd'hui puisque vous avez appelé à la grève contre Emmanuel Macron aujourd'hui, en avance par rapport au 1er mai. Expliquez-nous pourquoi vous attendez pas le 1er mai pour appeler à la grève contre la réforme des retraites. Les retours que nous avons eus de nos adhérents et de l'ensemble des cheminots, ils pensaient que la date du 1er mai était trop éloignée et qu'une date intermédiaire permettait de maintenir la pression au niveau du gouvernement, et on le constate d'ailleurs lors des déplacements du président, et on l'a vu tout particulièrement hier en Alsace. Le mécontentement est toujours très fort, et nous tenions donc en fait à continuer à surfer sur ces revendications toujours fortes et légitimes des salariés, et avec l'appui total et le soutien total de la population. Concrètement, vous attendez quoi de cette journée de grève ? Cette journée va permettre des mobilisations et des manifestations un petit peu partout en France. Donc en fonction des régions, elles se manifesteront de plusieurs façons, avec des occupations de bâtiments publics, des manifestations devant des parlementaires qui ont voté qui ont voté contre j'ai perdu les mots, comment ça s'appelle, la motion de censure. Et nous faisons en fait avec l'ensemble des salariés qui sont aussi et encore en grève des manifestations donc devant des lieux publics pour montrer au gouvernement que la réforme, même si elle a été votée, n'est toujours pas digérée et ne le sera jamais. Alors beaucoup de nos lecteurs se posent la question de la finalité du mouvement de grève. Est-ce que votre objectif c'est d'obtenir simplement le retrait de la réforme, ou est-ce que vous souhaitez aller jusqu'à la chute d'Emmanuel Macron ? Au niveau de l'UNSA ferroviaire, nous ne politisons pas l'action syndicale, et donc nous sommes là pour défendre les salariés, et dans cette défense donc nous appelons au retrait pur et simple de cette réforme, car elle a été non négociée et elle est profondément injuste et surtout punitive. Mais est-ce que vous seriez prêt à soutenir des forces, ou à vous allier à des forces qui demandent et le retrait de la réforme et par exemple une 6ème République ? Non, car comme je vous l'ai dit, nous ne politisons pas l'action syndicale. Pour ce qui concerne la politique, il y a des partis politiques pour ce faire, et les organisations syndicales, tout du moins pour l'UNSA ferroviaire, nous sommes là pour défendre les salariés, et nous traitons donc avec le gouvernement légitimement élu. Est-ce que c'est pas aussi une façon de condamner le mouvement social que de dire « Ah mais nous ne ferons pas de politique ». Est-ce qu'au bout du compte, il n'y a pas nécessité pour être plus fort de s'unir à des gens qui vont plus loin que vous ? Ce sont les salariés qui votent en leur âme et conscience, et nous pensons que nous n'avons pas de conseils à donner lors du passage aux urnes, comme ça a été fait par certaines organisations syndicales. D'ailleurs, certains qui ont soutenu donc le président Macron maintenant sont vent debout contre lui. Donc c'est pour cette raison légitime qu'il ne faut pas mélanger les genres, et politiser l'action syndicale arrive tôt ou tard à un échec, à un constat d'échec, car les politiques menées sont souvent, et surtout ces dernières années, et quel que soit le parti politique, toujours des lois qui votent des reculs sociaux plus ou moins importants en fonction des gouvernements. Alors, nos lecteurs, ils aiment bien rentrer par les petits trous de souris, par les trous de serrure. Compte tenu des divergences que vous nous exposez, qui ne sont pas nouvelles, comment ça se passe l'intersyndicale à la SNCF ? Comment, concrètement, on en arrive à dire on ne va pas attendre le 1er mai ?
Il y a des réunions secrètes, il y a des... Non, les réunions qui se font se sont faites pour la journée donc d'aujourd'hui. Nous nous sommes réunis samedi matin vers 11h30 et nous avons donc échangé pour établir donc la journée du jeudi 20 avril comme nouvelle journée de mobilisation et qu'on a appelé la colère des cheminots, et on se revoit tout à l'heure à 10h pour déterminer justement des suites à tenir, et notamment jusqu'au 1er mai. Concrètement, on veut un peu de confidentiel, évidemment. Il y a une unanimité qui se fait assez facilement pour appeler à la grève avant le 1er mai à la SNCF. Alors les organisations syndicales qui étaient les plus motivées pour la journée d'aujourd'hui étaient la CGT et Sudrail. L'UNSA et la CFDT, nous étions pas forcément favorables, étant donné que au niveau des discussions qu'il y a eu des confédérations, il n'y avait pas de journée de prévue jusqu'au 1er mai, la date donc de la fête du travail, et c'est une grande première depuis plusieurs décennies. L'ensemble des organisations syndicales vont défiler dans les mêmes défilés, car précédemment il y avait souvent plusieurs défilés en fonction des sensibilités de chacun au niveau des organisations syndicales. Donc là, c'est une grande première. On aura également l'appui de syndicats étrangers qui viendront donc appuyer nos revendications et donc appeler au retrait pur et simple de cette réforme des retraites. Et les réunions se font ensuite au niveau des entreprises, donc à la SNCF, et nous avons une réunion tout à l'heure à 10h pour justement convenir des suites à tenir jusqu'au 1er mai. Peut-être potentiellement, ça peut être quoi ces suites? C'est un secret de polichinelle. La CGT appelle à une journée le vendredi 28 avril, donc il est fort à parier que tout à l'heure la CGT nous propose de nous mettre dans la journée du 28. Or là, comme c'est très proche du 1er mai, nous n'en voyons pas l'utilité de programmer une manifestation supplémentaire avant le lundi 1er mai. Concrètement, aujourd'hui, il y a quel taux de grève, quel taux de suivi de cet appel à la grève à la SNCF? Aujourd'hui, il est très faible, parce qu'après 3 mois de mobilisation, et surtout depuis le 7 mars et l'appel à la reconductible, nous sommes à peu près à 1-2% de grévistes quotidiennement. Comment vous expliquez qu'il y a un si faible nombre de grévistes alors qu'il y a une telle colère dans le pays? C'est tout simplement les problèmes de pouvoir d'achat, car contrairement à ce que l'entreprise a annoncé et affiché que nous avions eu 12% d'augmentation salariale sur les 2 dernières NAO qui se sont déroulées en juillet et en décembre 2022. En moyenne, on est plutôt proche des 5 à 6% par personne, car la SNCF inclut plutôt et englobe dans son calcul les promotions, le glissement vieillesse technicité, toutes des choses qui ne desservent pas l'ensemble des agents, et au final, quand on fait la moyenne, on est, comme je vous l'ai dit, plus proche des 5-6%, donc très éloigné de l'inflation totale. Et si on cible tout particulièrement les dépenses de consommation courante, et notamment pour la nourriture, on est proche des 15% aujourd'hui d'augmentation et d'inflation au cours de ces 15 derniers mois. Est-ce que vous avez quand même conscience que beaucoup de salariés, dans leur NAO au sein de leur entreprise, sont très loin de ces chiffres de 5 ou 6% annuels? Oui, d'autres sont plus forts. Lesquels? On a eu chez Total, on a eu dans d'autres grandes entreprises, mais ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que à la SNCF, les salaires ont été toujours plus inférieurs, ont toujours été plus bas que l'ensemble des PME ou d'autres entreprises à peu près de même taille, car nous avions à l'époque le statut qui était conditionné à l'embauche des cheminots. Or, depuis le 1er janvier 2020 et la loi du nouveau pacte ferroviaire de 2018,
Il y a donc la fin de l'embauche au statut depuis le 1er janvier 2020 et les salaires n'ont pas pour autant augmenté, ce qui fait qu'on a énormément de difficultés de recrutement car nous avons des contraintes qu'aucune entreprise ne connaît, notamment dans la continuité du service public et de la circulation des trains. Et le travail de nuit, les week-ends est très fréquent chez nous. Le rythme de 3-8, on est en plus l'une des rares entreprises à faire travailler nos agents dehors et de nuit, alors que la plupart du temps, quand les gens travaillent de nuit, ce sont dans des usines et ils sont à l'abri des intempéries. Donc toutes ces particularités-là font que le salaire aujourd'hui n'est pas à la hauteur des enjeux et nous peinons grandement à recruter. Preuve en est, s'il le fallait, que nos salaires sont bien en deçà de l'effort demandé aux salariés. Il est rare de rencontrer des syndicalistes qui disent que les salaires sont trop élevés. C'est vrai. Mais là, c'est factuel. C'est pas une vue de l'esprit. On en discutera peut-être un jour si vous en avez envie, mais est-ce que beaucoup de nos lecteurs disent, et ça revient vraiment de façon très récurrente dans les commentaires, beaucoup disent « mais manifester ne sert à rien ». Et au fond, la grève, Macron s'en fout. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le syndicalisme est confronté à une crise de ces formes de conflictualité? C'est-à-dire, est-ce que pour être efficace ou pour peser plus, il ne faudrait pas changer de mode d'action? J'avais annoncé en début janvier, et ça avait été repris par les médias, que pour obtenir satisfaction et avoir donc le retrait de la réforme des retraites, il fallait deux conditions, c'est partir en reconductible, chose qui a été décidée à partir du 7 mars, et la deuxième condition, c'était de tenir au moins une dizaine de jours, de bloquer au moins 2 week-ends consécutifs Paris, parce que c'est l'Île-de-France qui est aujourd'hui vraiment l'élément moteur, si je puis dire, de blocage pour pouvoir justement créer le plus d'incidence au niveau du fonctionnement du pays et notamment l'ensemble des élus quand ils ne peuvent pas se déplacer dans Paris pour assumer leurs tâches. Ils sont les premiers donc du coup à faire remonter le mécontentement auprès du gouvernement. Et par le passé, quand nous sommes arrivés à bloquer Paris pendant 2 week-ends et une dizaine de jours, on l'a vu en 2019. En 2019, à partir du 5 décembre, l'UNSA avait donc proposé et les autres syndicats avaient suivi. À partir du 5 décembre, à la RATP et à la SNCF, nous avions bloqué Paris pendant une bonne dizaine de jours et le gouvernement avait été obligé justement de revenir à la table des négociations et non pas à la table des concertations qui ne servent strictement à rien. La concertation avec le gouvernement Macron, c'est vous venez, on parle, on vous entend pas, vous repartez et on reste exactement sur la même réforme que prévu initialement. Et donc les concertations sont un échec. Nous demandions de réelles négociations, ce que nous n'avons pas obtenu car nous ne sommes pas arrivés à bloquer 2 week-ends Paris pendant une dizaine de jours. Et c'est votre objectif de bloquer Paris 2 week-ends? Voilà, c'est fini. Là. La loi a été votée, promulguée. Ça, il fallait le faire à partir du 7 mars. C'est à partir du 7 mars qu'il aurait fallu bloquer Paris une dizaine de jours en incluant 2 week-ends. Et là, on aurait eu un levier suffisamment fort pour faire revenir le gouvernement à la raison. Mais pourquoi ça n'a pas été fait alors? La SNCF, nous avons été fortement en grève. Par contre, ceux qui n'ont pas suivi, c'est la RATP. Comment vous expliquez ça? En 2019, l'UNSA était l'organisation syndicale numéro 1 à la RATP, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a eu des élections depuis et c'est la CGT qui est passée numéro 1. Il y a FO qui a également est passé numéro 2. Et Castex, depuis son arrivée, a donné donc une prime d'assiduité de 400 € aux chauffeurs de bus et 350 € en augmentation salariale pour les conducteurs de métro. Apparemment, cela a été payant car ils n'ont pas suivi la reconductible et l'ensemble des métros et bus et RER ont circulé quasiment normalement, même lors des journées de mobilisation. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu aussi des arrangements avec les
centrales syndicales, avec les fédérations de la RATP? Non, parce que les agents, enfin, l'organisation syndicale dépose des préavis, c'est un outil à disposition des salariés, c'est aux salariés ensuite à se positionner, et manifestement, ce qu'a proposé la direction aux salariés a été très bien entendu, et donc du coup, ceux-ci ne sont pas mis en grève. Bon, j'espère que, merci de votre disponibilité. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter notamment des affaires de la SNCF. Concrètement, vous expliquez comment qu'à la SNCF vous soyez plutôt en expansion face à la CGT, alors qu'à la RATP c'est le contraire? Non, c'est plutôt l'inverse. À la RATP, la CGT est repassée première Voilà. organisation. Comment vous expliquez cette situation? C'est en fait... au niveau de la RATP, il y a eu une espèce de mercato avec des personnes de l'UNSA qui sont parties de l'UNSA pour notamment aller à Force Ouvrière, et c'est pour ça qu'ils sont passés deuxième organisation syndicale et nous troisième. Donc généralement dans ces jeux-là de mercato avec des personnes qui quittent un syndicat pour aller ailleurs, il y a toujours un effet de manche au départ, ce qui se traduit par aux élections. Mais il faudra faire un bilan à la fin du mandat suivant. Il reste à peu près 3 ans pour que les salariés ensuite s'aperçoivent qu'ils ont été trompés. En plus, chose qui va, des éléments qui vont grandement faire évoluer les choses, c'est qu'à la RATP, ils vont avoir une ouverture à la concurrence qui va être très rapide au niveau du réseau urbain et interurbain. Toutes ces personnes-là, à terme, ne voteront plus au niveau des élections de la RATP groupe. Donc ça va changer également pas mal la donne et redistribuer les cartes. On aura la même chose à la SNCF sur un délai un tout petit peu plus long. L'ouverture à la concurrence prévue dans le TER représente à peu près 25 000 agents qui à terme quitteront le giron du groupe public ferroviaire. On aura la même chose au niveau de Transilien, c'est 17 000 agents, et également Intercité. Donc au bas mot, à peu près 45 000 agents sur les 140 et quelques mille que compose aujourd'hui le groupe SNCF, qui demain ne voteront plus dans les élections professionnelles. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter, vous êtes pressé, j'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter de cette ouverture à la concurrence, parce qu'en réalité, c'est un sujet qui intéresse beaucoup les gens. Ah bah je pense, oui, parce que ça concrètement, ça va leur changer leur quotidien. Et il y a à peu près... en 2018, donc quand la loi du nouveau pacte ferroviaire a été votée, on entendait les grands groupes comme Transdev, comme on a aussi donc RATP qui via Regionéo va créer des filiales qui vont concurrencer la SNCF dans le TER, et c'est RATP Cap au niveau de l'Île-de-France. Donc ces deux grosses entreprises, et ils sont associés en plus avec Genclink, donc anciennement Eurotunnel, pour concurrencer la SNCF. Ils annonçaient des coûts inférieurs à 30% à ceux pratiqués par la SNCF pour répondre aux appels d'offres. Or, bizarrement, depuis que les appels d'offres ont été lancés, on a constaté aucune différence de proposition de ces entreprises-là dans les appels d'offres. Donc c'était vraiment, comment dire, un attrape-couillon, si je puis me permettre, et c'était donc des affabulations faites pour pouvoir orienter le choix des députés pour voter cette loi, et on s'aperçoit aujourd'hui qu'il n'y aura pas de baisse des coûts, même l'inverse, car pour chaque lot qui sera donc donné à d'autres entreprises, il y aura donc du coup forcément la construction d'ateliers dédiés, et donc un surcoût au niveau des régions pour construire des ateliers où aujourd'hui ces mêmes rames sont entretenues dans les ateliers SNCF. Mais pour que la concurrence puisse se faire, ils devront avoir des ateliers dédiés si les concurrents venaient à remporter les marchés, ce qui va être le cas en région Sud-PACA, où Marseille-Nice a été remporté par Transdev, et donc on va construire donc des ateliers dédiés à Transdev pour pouvoir entretenir les rames
qui plus est seront des rames neuves pour pouvoir assurer ce service public. Et il y aura un doublement du cadencement sur ce tronçon. Tout le monde se pose la question où vont passer tous ces trains, étant donné qu'aujourd'hui il n'y a déjà pas beaucoup de place pour faire passer la circulation actuelle entre les trains fret, les TGV, les TER et autres, ce qui fait que demain, en doublant le trafic TER, on se pose la question comment passer ces trains avec le cadencement qu'on connaît, qui aujourd'hui, sans réels travaux d'investissement dans le réseau ferroviaire, ne sera pas possible de tenir. Et donc ça va dégrader plus encore la ponctualité. Bon, je vois que vous êtes bien chaud sur le sujet. Ah oui, voilà, là-dessus, oui, l'ouverture à la concurrence, les gens s'imaginent plein de choses, alors qu'en fait, en ouverture de la concurrence sur le TER, ce sont les régions qui décident. Et donc c'est elles qui apportent le matériel, c'est elles qui déterminent la fréquence, parce que j'ai vu plein de d'âneries à la télé quand Transdev a remporté le marché sur Marseille-Nice en disant grâce à Transdev on va doubler le trafic TER. Si SNCF avait remporté le marché, le trafic TER aurait été doublé, car c'est une demande de la région, et c'est pas la SNCF qui détermine la fréquentation et les fréquences des trains sur les lignes, ce sont les régions qui le déterminent et qui le rémunèrent. Bon, si vous en êtes d'accord, j'espère que vous direz oui, on fera une interview consacrée ah oui, avec plaisir, à l'ouverture de la concurrence. Ah oui, parce que là c'est un vaste débat et la plupart des citoyens sont comment dire, très éloignés des enjeux et de ce qui se passera au final. Et si on regarde l'ouverture à la concurrence, le seul domaine dans lequel il a été profitable, c'est la téléphonie mobile. Sinon pour tout le reste, pour les mêmes arguments déjà à l'époque proposés, l'ouverture à la concurrence du gaz et de l'électricité, c'est une catastrophe. On le voit aujourd'hui. On n'a jamais payé les tarifs aussi chers que depuis que c'est ouvert à la concurrence. On a obligé EDF à vendre son électricité à un coût inférieur à la production à des concurrents qui vendent du courant alors qu'ils ne produisent rien. Donc c'est un véritable scandale. Avec plaisir de vous retrouver pour discuter de la concurrence.